HCFR, le podcast autour du cinéma. Salut les amis, bienvenue dans l'épisode 3 d'HCFR, le podcast cinéma. Je suis Clément, en mode enrhumé, toujours accompagné de mon acolyte Xavier. Salut Xavier, comment vas-tu ? Salut Clément, bah écoute, la tempête de neige ici, je parle un petit peu du nez, mais à part ça, à la pêche. Bon, écoute, j'espère que tu es quand même d'attaque, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un super sujet qui concerne en fait tous ces réalisateurs français qui partent tourner aux États-Unis. Et pour mieux en débattre, quoi de mieux que de recevoir un réalisateur français qui a débuté sa carrière aux États-Unis, Jean-Baptiste Andrea. Salut JB, comment vas-tu ? Salut, ça va très bien. Moi, c'est le grand soleil. J'espère que je ne parle pas du nez. Et merci de me recevoir pour ce troisième podcast. Je suis très flatté. Bienvenue au podcast HCFR. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pourrais-tu nous raconter quand même un petit peu comment tu as débuté ta carrière de réalisateur et puis finalement comment tu as réussi ce pari fou de réaliser ton premier long métrage aux États-Unis ? Alors, je vais essayer de faire court. J'écrivais en France. J'ai commencé en fait par le plus grand des hasards. J'ai rencontré un réalisateur français qui s'appelle James Hutt, donc qui a réalisé entre autres Brise de Nice, Lucky Luke, Un bonheur n'arrive jamais seul. Je l'ai rencontré à l'époque de son premier film Serial Lover. On est devenus très amis. J'ai beaucoup appris de lui, notamment en écriture. On a écrit ensemble. Mon but, ça a toujours été évidemment de réaliser. Après ces années d'écriture avec lui, je voyais qu'on n'arrivait pas, parce que je travaillais en binôme à l'époque avec un garçon qui s'appelle Fabrice Canepa. On n'arrivait pas à monter un projet en France. Les projets nous revenaient et on nous disait tout le temps votre univers n'est pas assez français. À un moment, on s'est dit on va écrire en anglais. Non pas dans l'espoir d'aller le faire aux États-Unis, parce que ça c'était vraiment le rêve inaccessible, mais dans l'espoir de le tourner dans la forêt de Rambouillet et de pouvoir après le vendre plus facilement, parce que l'anglais effectivement nous donnait accès à un plus large public. Une nouvelle fois, pour faire court, par l'intermédiaire de James Hutt, c'est arrivé chez Studio Canal à l'époque, une autre boîte qui s'appelait Sagittaire Film, et ils ont décidé de produire ce film. Donc voilà, donc d'un format autoproduit par nous, tourné dans la forêt de Rambouillet avec les quelques rares acteurs américains qu'on pouvait trouver qui vivaient en France, on a été envoyé à Los Angeles avec un très très petit budget, on n'a même pas été payé, pour faire ce film, voilà, Dead End. Donc qui a été fait là-bas, qui est devenu un film américain, même si la production est restée française derrière. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé pour moi. Après, j'ai rencontré ma femme, j'ai vécu à Londres, j'ai fait mon deuxième film en Angleterre, qui s'appelait Big Nothing. Et voilà, après je suis rentré en France parce que j'avais envie de faire quelque chose en France, et je viens de faire mon troisième film qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelait La Confrérie des larmes, avec Jérémy Régnier et Audrey Fleurot. Voilà pour l'histoire. Et donc quand même un parcours assez atypique par rapport à un parcours, on va dire, des réalisateurs classiques français. Oui, c'était d'autant plus atypique que il n'y a pas grand monde qui était parti aux États-Unis à cette époque encore, côté français. Et donc on était un peu dans la première vague des réals qui sont partis aux États-Unis. Et c'était bien, je trouve ça a ouvert un peu les horizons pour nous qui étions fans d'un cinéma un peu différent. Il n'y avait plus à en avoir honte, et enfin on pouvait l'assumer. Et voilà, après évidemment c'était toute la vague Alexandre Aja, etc., ou Kassovitz qui lui était beaucoup plus connu, mais je trouve que ça a ouvert beaucoup de choses pour les réalisateurs français. D'autant que c'était à une époque un peu particulière, puisque c'était au début des années 2000, si je ne m'abuse. C'est ça. Et on sait qu'à cette époque-là, il y a la guerre en Irak qui a éclaté, et les relations franco-américaines étaient quand même relativement tendues. Donc est-ce que tu l'as ressenti ça à l'époque ? Je l'ai ressenti. Il y avait un anti-américanisme français qui était beaucoup plus prégnant à l'époque, qui prédatait même la guerre, qui était toujours cet esprit un peu français de dire on est le pays des Lumières, et les Américains
c'est des cons avec des bottes de cow-boy. Ça, c'était même avant, c'était très présent avant l'Irak. Donc, je sentais ça, je le sentais dans la manière en France dont on me disait votre univers c'est américain. C'était pas quelque chose c'était pas un compliment. Euh, C'était pas bien. Mon univers sous-entendu se voulait commercial, c'était pas bien. Et en France à l'époque on était très axé à essai. Et c'est pour ça que je dis que cette ouverture un peu vers les États-Unis a été bénéfique parce que finalement faire du cinéma commercial euh, ça n'a plus été un gros mot, encore que j'ai l'impression ces derniers temps que ça le revient. Voilà, ça le redevient. L'autre chose qui a été à cette époque assez traumatisante, on va dire, on est parti donc pour faire d'Eden, et la veille de notre premier jour de casting, c'était donc, enfin voilà, le premier jour du casting, pardon, était le 11 septembre 2001. Et donc on est en voiture le matin pour aller faire le casting, on reçoit un coup de fil, voilà, tout d'un coup on apprend les Twin Towers, l'attentat, et donc en sus de l'horreur évidemment de l'acte, on s'est dit c'est pas possible, tout est fini, qui va vouloir faire un film d'horreur alors que la vie est devenue un film d'horreur, voilà. Bon finalement ça s'est fait quand même, mais ça a été très intense, ça c'est sûr. C'est intéressant comment la vie réelle après peut entrer un peu dans la production, changer un peu les cas. Oui, non mais je me disais, mais même moi j'ai plus envie de faire un film d'horreur. Pendant un moment c'était tellement... Et revenant sur l'anti-américanisme, ça n'a plus rien à voir avec le film, je m'apercevais de la réaction des Français à l'époque, étant donc à Los Angeles pour le 11 septembre 2001, la réaction des Français me choquait. C'est-à-dire qu'il y avait des réactions dans la presse qui disaient oui, mais attendez, les Américains avec l'hégémonie dont ils font preuve à travers le monde, il faut pas qu'ils s'étonnent qu'il leur arrive des trucs comme ça. Je trouvais ça horriblement choquant. Un peu facile, D'abord, un peu facile à placer. Ouais. Dans l'absolu, je trouve cette réaction complètement déplacée. Bon, ça c'est une chose. En plus, étant là-bas et ayant vécu la chose d'un peu plus près, je trouvais ça complètement dément. Et donc je sens, voilà, moi j'ai débuté dans cette ambiance anti-américaine. Une nouvelle fois, c'est pas de la haine, hein, c'est un anti-américanisme, un snobisme un peu poussé. Voilà, je pense que ça va mieux maintenant. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, au début des années 2000, c'était très très réel, très réel. Ça, et puis il y avait toute la presse qui profitait, bien sûr, hein, qui prenait l'opportunité de, comme tu dis justement, de faire de la presse choc, Oui. tout de suite de rentrer là-dedans juste pour faire de la vente, quoi. Hein, c'est pour faire de l'audimat ou... Non mais absolument, absolument. Mais je pense que cette, on va dire qu'il y a en fait, moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait une sorte de relation amour-haine entre la France et les États-Unis. Il y a une envie, pour moi, j'ai toujours comparé ces pays. La France, c'est un vieillard avec la sagesse et la connaissance d'un vieillard, enfin d'une vieille personne, on va dire, d'une personne âgée. Et les États-Unis, c'est un gamin avec l'aspect irritant au possible que peut avoir un gosse turbulent, mais avec sa créativité débridée. Donc il y a cette relation entre les deux, du vieux qui regarde un gamin en disant mais je- j'essaie juste de dormir, arrête le bruit, et en même temps qui envie cette jeunesse et cette vigueur. Voilà. Oh. Et même si ça va mieux, je pense que c'est toujours là, en France. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que les États-Unis ont quand même une vision particulière pour en revenir au cinéma, les États-Unis ont une vision quand même assez particulière du cinéma français qui surconsidère sûrement d'ailleurs, puisque, enfin, Xavier, la dernière fois, tu nous en parlais, les États-Unis considèrent le cinéma français comme l'art, enfin... Beaucoup de gens avec qui je discute ici, ouais, c'est la réaction que j'ai immédiatement, c'est le cinéma français, c'est un autre type de cinéma. Ce n'est pas un cinéma commercial qui est là pour faire de la vente de tickets. C'est avant tout un talent artistique, une vision d'une personne. La critique, en fait, elle est beaucoup plus sur l'art que, en fait, sur tu sais, ici, on compte bien le box sur la vente de tickets et puis le budget aussi. Hein. Donc c'est des choses en fait qui disparaissent dans les conversations du cinéma français. Avec des collègues ici par exemple, je parle avec un gars qui a pas mal de connaissances. Bon lui il est scénariste, il écrit des petits scénarios sur demande.
Il travaille avec pas mal de productions, enfin de réalisateurs, producteurs à Hollywood. Et il me dit, oui, c'est marrant, mais à chaque fois que je discute cinéma français, on m'évoque pas mal de films, et en fait, on sort, c'est toute une autre discussion. Il me disait la dernière fois, on parlait Un prophète, et la discussion était différents thèmes, différentes façons d'argumenter que si on parlait d'un film américain. Donc ouais, c'est une autre vision des choses. Le cinéma français est vu comme quelque chose de beaucoup plus artistique et abstrait qu'on a l'habitude. Bon, je dis pas général, hein, avec tout le monde on aurait cette discussion-là. Mais avec des passionnés de cinéma américain, ici avec les Américains, ouais, le cinéma français est vu autrement, ouais. Ça vient, je pense, du... Bon, après, c'est vrai ou c'est pas vrai. Nous, on connaît évidemment le cinéma français. On sait que ça peut être très artistique, ça peut être très commercial, les deux dans le meilleur ou dans le pire sens du terme. Mais il y a une différence fondamentale entre le cinéma américain et anglo-saxon en général, enfin en tout cas anglais et américain et le cinéma français, c'est que l'auteur en France est roi et donc a son final cut, donc son droit de regard sur le montage final, alors que aux États-Unis et en Angleterre, même quand j'ai fait Big Nothing, théoriquement sur mes contrats, je n'avais même pas le final cut. De fait, je l'ai eu parce que je m'entendais très bien avec la production et on me l'a donné de fait, mais il n'a jamais été mis dans le contrat. Et donc forcément, ça conditionne la vision de la façon dont un pays fait du cinéma. C'est-à-dire que le droit de regard va aller au final à la finance sur les pays anglo-saxons, alors qu'en France, le droit de regard va aller à l'auteur. Voilà, en tout cas pour la théorie. Et tout à fait, même la façon dont on vend un scénario, un script en Amérique, hein, je veux dire, ici on traite avec des focus group, on regarde un peu le marché. En France, on est vraiment sur un autre côté. Bon, c'est du bouche à oreille en France. Si je me trompe pas, c'est toujours beaucoup plus facile d'avoir les connaissances. Surtout quand on veut vraiment bosser à fond sur son projet et avoir un peu le final cut, hein, ou même le droit, on va dire le droit du choix en fait, dans quelle ligne on se dirige, qu'on garde l'intégrité de son scénario. En Amérique, à ce côté, en effet, où tout dépend du budget, ça dépend comment on va le dépenser, ça dépend comment tout va travailler. Il y a un documentaire intéressant là-dessus, je ne sais pas si vous l'avez vu, il est sur YouTube. C'est sur Mathieu Kassovitz et Babylon AD. Non, non, j'ai entendu parler, j'ai pas vu, non. Le documentaire en fait nous montre la production du film et comme quoi c'est un cauchemar pour Kassovitz. Non, mais je me rappelle que lui avait été effectivement très vocal sur le fait qu'effectivement que ça avait été un vrai cauchemar pour lui. On le voit dans le documentaire, on voit qu'il en peut plus, il en a marre. C'est difficile parce qu'on le voit vraiment péter un câble. On le voit partir en criant et il s'explique à la caméra après en disant c'est que voilà, je sors du milieu qui est un peu petit, pas grand budget colossal en France. Moi je vis en Amérique avec un budget qui juste qu'il faut pour le faire, mais ici c'est beaucoup plus thune, c'est beaucoup plus, il faut beaucoup plus de budget. En plus c'est avec la méga star à l'époque Vin Diesel, hein, quand il était vraiment à son pic. Donc il y a même des points, on voit Vin Diesel qui prend la réalisation des mains de Kassovitz, quoi. Kassovitz en a ras le cul, il en a marre et je crois que c'est des autres acteurs et actrices qui lui disent à Vin Diesel non, c'est le film à Kassovitz, tu lui redonnes les rênes, quoi. De toute façon, c'est une tendance de beaucoup d'acteurs de prendre la réalisation parce qu'un acteur c'est dévorant. J'allais même dire un bon acteur c'est dévorant d'une certaine façon, donc la relation est toujours tendue de manière positive normalement, hein. Si ça le devient de manière négative, c'est qu'il y a un problème. Mais c'est vrai qu'il faut aller aux États-Unis armé et en sachant en tout cas à quoi on va avoir affaire. Et c'est vrai, une nouvelle fois, je parlais de cette première vague à l'époque de réalisateurs français qui sont partis là-bas. On savait peut-être pas exactement comment ça marchait. Voilà. Ouais. Maintenant, on le sait. Et parce que c'est vrai que quand on fait le bilan de tous les réalisateurs français qui sont partis au début, ou du moins jusqu'à la moitié des années 2000 aux États-Unis, il y a quand même beaucoup de profils qui se distinguent de profils de Yes Man, quoi. Oui. Et c'est vrai que, par exemple, moi, je prendrais l'exemple de Louis Leterrier. Ses premières productions ressemblent beaucoup à des productions de type Yes Man, quoi. C'est-à-dire, j'accepte complètement ce qu'on m'impose et puis je fais rien, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement formaté, le cinéma américain, et je dis pas ça de manière négative, c'est-à-dire de ce format peuvent sortir des choses formidables. Le format peut même parfois être brisé, mais en tout cas, il faut pouvoir accepter les règles du jeu.
Et puis c'est vrai que trop d'originalité là-bas, c'est pas compris. Donc il faut y aller un petit peu, il faut faire attention. Yes Man, oui, mais en même temps, il y a des raisons qui sont que si on déstabilise trop les attentes, voilà, on risque de perdre le public. Bon, c'est un peu délicat, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'approcher une prod américaine avec le scénario du héros de Campbell. Hein. Et tout de suite, si on a un scénario qui est monté de cette façon-là, c'est sûr que les productions vont être intéressées. Ce qui est pas un bouquin génial d'ailleurs, tu vois. Quand tu lis ce bouquin, tu lis le Rameau d'or, c'est vachement plus intéressant pour le coup. Mais effectivement, Campbell. Mais voilà, ça montre bien effectivement le fait qu'on en parle, qu'il y a cette culture. Mec, j'ai bien accroché en lisant le Hero with a Thousand Faces. Ouais, je trouve ça un peu simplet, moi. J'ai bien accroché sur ce côté du mentor. On sent vraiment une montée et on se dit finalement. Enfin, moi, je me dis à la fin du livre, mais c'est tout à fait ça, quoi. Et c'est vrai que c'est une façon. On accroche parce qu'on a vu Star Wars. Ouais, voilà. De toute façon, Lucas l'a bien compris à l'écriture. Ça, je pense que Lucas a dû acheter Heroes. Il a juste décroché toutes les pages qu'il a mis sur un énorme tableau blanc ou le mur de sa chambre. Et il a écrit son scénario comme ça, d'où le succès incroyable et le fait qu'on peut se lier directement ou indirectement très facilement à Luc. On reconnaît une partie de nous-mêmes en lui. Et c'est là où je rejump sur le Terrier, mais beaucoup de ses productions. Voilà, on est vraiment sur la montée, l'écriture de Campbell. Hein. Je veux dire, quand on regarde Hulk, bon, en même temps, c'est un personnage Marvel, hein, c'est un autre domaine. Je vais prendre plutôt le choc des Titans. Ouais. On est sur un remake, donc on a déjà la base. Mais en plus, le choc des Titans, pareil, quoi. C'est du Campbell tout craché. On est vraiment dans cette lignée du héros qui n'a rien, le petit fermier, enfin là, c'est un pêcheur. Et qui, voilà, l'écriture est faite d'une façon où, comme on disait, Yes Man, quoi, c'est sûr, il y a le bon scénario, il y a la bonne approche, et puis le Terrier est partant, quoi. Hop. Moi, c'est ce que je disais dans l'interview sur Home Cinéma, l'interview écrite. Ces règles-là, moi-même, je les applique, ou en tout cas, je les connais, je les utilise. Des fois, j'ai envie de les dynamiter. C'est vrai que c'est quand même bien de les connaître. C'est vrai qu'il y a des grandes tendances dans les contes, dans le Seigneur des Anneaux dont on parlait tout à l'heure. Voilà, le voyage du héros, la trajectoire du héros, c'est un mode d'écriture dont on sait qu'il fonctionne. Donc je pense pour le coup que c'est quelque chose qu'il faut connaître. Après, ça ne garantit pas un bon scénario, et à l'inverse, c'est pas parce qu'on l'utilise qu'on va faire un scénario formaté non plus. Voilà. Tout à fait, ouais. Moi, je trouve que ce qu'on a vraiment beaucoup à apprendre des Américains, c'est l'écriture, pour le coup. Moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est l'innovation. C'est en fait d'essayer quelque chose qui n'a jamais été tenté avant. Et de tenter sa chance, de se dire ok, on y va, et c'est fou parce qu'on arrive à trouver une production qui veut bien nous laisser tenter ce big jump, hein, de ok, est-ce qu'on va se casser la gueule ou pas. Bah écoute, y a une partie, on va dire, du focus, hein, qui dit non, ça va marcher, ça va intéresser, mais il y a quand même ce très très grand stress, et c'est là où c'est vraiment intéressant de voir ces projets qui arrivent, soit qui ne deviennent pas, comment dire, tu sais, ça ne devient pas une référence dans le genre, il n'y a pas plusieurs films qui arrivent par la suite, mais au moins il y a ces très très beaux projets qui arrivent, qui marquent le 7e art des productions américaines et qui restent dans l'histoire. Oui, non, mais c'est un pays formidable. Bon, moi, j'aime beaucoup les États-Unis, évidemment, par intérêt personnel, la culture, j'aime les gens, et puis c'est un pays incroyablement cinématographique. C'est un vrai pays d'aventure. Et c'est un pays où, évidemment, de par sa taille, l'industrie du cinéma est tellement énorme que même si l'ensemble du système, même si on a un projet trop étrange pour le système en général, on trouvera toujours quelqu'un pour le faire. Enfin, on assume que le projet est bon. Hein. Voilà. Et ça c'est extraordinaire. Comme tu disais, Xavier, cette capacité à tenter des choses, à prendre des risques, à innover. Et ça, on le voit dans le logo, même. Je veux dire, si on recule du 7e art, on va juste dans l'illustration. Les Américains ont toujours été forts sur le visuel, je veux dire, comment vendre un produit. On va contacter des artistes. Les artistes, bien sûr, eux, c'est pas le chiffre, mais ça va être plus l'envie.
Et on peut revenir sur l'exemple, un ami m'en parlait récemment, il me disait par exemple le logo Lucky Strike, quoi, qui était vraiment à l'époque Deuxième Guerre mondiale, un logo qui est de cigarettes, très masculin, donc forcément les cigarettes pour les hommes de la guerre. Donc ils ont fait appel à Raymond Louis et tout de suite il s'est dit ok, comment je peux attirer, je vais travailler le visuel, donc une typo qu'on connaît maintenant, les cigarettes Lucky Strike qui sont très vendues en France. Quasiment plus du tout ici en Amérique. Quand on parle des Lucky Strike, les 3/4 des Américains vont se dire les clubs de la Deuxième Guerre mondiale. Ah bon, c'est marrant ça. Ouais, on trouve presque plus. Mais en France, voilà, ça marche vachement bien. Et donc le changement du logo, et c'est marrant, les ventes ont monté de 50%, quoi. Les femmes sont mises à fumer ces cigarettes. Tout ça à cause du visuel de la typo. Et donc ça revient, justement, je voulais faire ce lien avec le cinéma, où le visuel, le travail de l'art... ce que je trouve très très fort dans le cinéma américain, c'est cette façon d'innover, c'est de prendre ces risques qui ne sont pas tout de suite, qui ne représentent pas tout de suite en fait un pourcentage de plus dans la vente de billets, de tickets. C'est de prendre un peu ce risque, cette innovation, et de voir si ça accomplit sa cause ou pas. Absolument. Et c'est vraiment Mais justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, ça m'a toujours désolé. Les gens me demandent si je suis parti aux États-Unis parce que la France me plaisait pas. Je suis pas parti parce que la France me plaisait pas ou parce que je rêvais d'aller aux États-Unis. Comme j'ai dit, c'est un pays que j'adore, qui me fascine, mais quand j'ai commencé, j'ai voulu travailler en France. Et ce qui m'a toujours désolé, c'est qu'il n'y ait pas plus d'innovation, c'est que le pays qui a inventé le cinéma soit à la traîne. Voilà. Et en plus, le pire, c'est que tout le monde s'en lamente. Alors on se lamente et on fait des séries télé, et on se dit, les séries télé américaines, qu'est-ce que c'est bien. Et il nous faut 10 ans. Il nous faut 10 ans pour faire une série télé qui a des séries télé qui commencent un peu à arriver à la hauteur des séries américaines. Et j'allais dire, c'est des séries télé à l'américaine. Voilà. Encore, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pourquoi on n'invente pas plus. Voilà. Moi, c'est ce qui m'a toujours désolé. On voit ça dans les séries télé, les mini-séries produites. Bon, déjà le type mini-série, je veux dire la formule américaine, mais Canal+, qui excelle là-dedans, Narco, les choses comme ça, qui comprend tout à fait comment faire une série télé French Touch, mais bien sûr exécution américaine. Et c'est vraiment intéressant de voir ça. Et comme tu dis, je veux dire, c'est vrai qu'on se lamente, on est là à se plaindre, mais je pense que c'est là où on voit la différence de mentalité française, mais de production. Je dis pas d'artiste ou de réalisateur, mais c'est que la production américaine, c'est zéro risque. Française, pardon. Française, c'est zéro risque. On prend pas de risque. On connaît notre scénario, on fait un truc qui va se vendre, qui va faire notre budget, on va se faire un bénéfice, et basta. Le mec qui arrive, qui se dit, le jeune, non, on peut innover. Non, on cherche pas à innover. On veut être fixe, on veut être cool, on veut notre argent, on veut notre thune. Et en Amérique, on a tout ce contraire, où on a peut-être une production qui fait toujours la même chose réglo. La production, bien sûr, se dit, tout tourne autour de l'argent, time is money. C'est ok, on veut gagner plus, on veut faire quelque chose de mieux. Et on va laisser accès à nos artistes, et les artistes vont faire, ok, on peut innover, on peut faire ceci, on peut vous proposer cela, des nouvelles choses, nouvelles tentatives. Et il y a des budgets qui sont prévus pour ça en Amérique, qui sont prévus pour faire un peu ces tests. De voir si ça se casse la gueule ou pas. Donc ça va peut-être être une perte d'argent, mais aux yeux des investisseurs et du board, non, ça peut être en fait quelque chose de hyper productif qui va se lancer et qui va nous permettre de faire des séries beaucoup plus intéressantes. Et ça, on le voit aujourd'hui en Amérique avec toutes ces nouvelles séries qu'on n'aurait jamais cru il y a 10 ans. Par exemple, je vais prendre l'une des plus grosses, The Walking Dead, qui est très simple, c'est au cinéma, c'est le film de zombies, ça dure 2 heures, ça a sa fanbase, on sait qu'il y a des gens qui vont regarder ça. Et putain, si on pouvait faire une série télé, parler de l'arc d'évolution de ces personnages pendant des saisons, des années, parce que c'est le cas, pendant des années, ça marcherait beaucoup plus. Et c'est là, on a carrément une série télé aujourd'hui qui existe, qui parle des zombies. Et attention, ce n'est pas une série un peu nunuche. Je veux dire, quand on regarde Walking Dead, il y a une magnifique production, il y a une très très bonne écriture scénaristique et de personnages. C'est vraiment intéressant de voir le fonctionnement de ces deux pays là-dessus, quoi. Oui, je pense que peut-être qu'on sous-estime aussi le public français en se disant il n'est pas prêt, il n'est pas réceptif. Je suis sûr que nos grands-parents seraient tout à fait ok pour voir une série télé d'un flic pourri, quoi. On n'est plus obligé de se taper des rediffs de Jules Lescaut et compagnie avec les bons flics. Absolument. Et je sais que j'ai montré à ma grand-mère, elle a vu un épisode de The Shield avec Vic. Ouais.
Elle m'a dit, mais c'est super. Génial, Je dis, ouais. mais c'est bien. Hein. Elle fait, Bien ouais. sûr, bien sûr. Non, mais je Mais pense ça que c'est marche. ça. Je pense qu'il y a un Ouais. snobisme étrange ou imposé de se dire, ok, le public n'aimera pas ça, le public français, hein. Alors c'est bien si ça vient des États-Unis, mais si on le fait nous, non, ça marchera pas. Alors si on le fait, maintenant on en est là. Si on le fait, ok, il faut que ça ait tous les signes du projet américain. Bon, moi je trouve ça un peu dommage que une nouvelle fois le pays qui a inventé le cinéma, que ça bouillonne pas plus de créativité. Après, faut pas, c'est pareil en musique, hein. Si on regarde ce qui se passe, Dieu merci, ça change maintenant avec Internet, c'est pareil. C'est plus facile pour la musique, je pense, de changer pour un groupe, parce qu'un film, ça coûte très cher. Voilà, tout de suite, c'est beaucoup plus difficile. Un groupe, on peut encore s'enregistrer, se foutre sur YouTube et dire voilà ce qu'on fait. Malheureusement, pour le cinéma, on œuvre dans un art. Je fais souvent l'analogie avec la peinture. Moi, j'aimerais bien pouvoir peindre, parce qu'au moins, je demanderai à personne l'autorisation. Mais malheureusement, le métier que j'adore, ce que j'ai choisi, la seule chose que je sache faire, c'est le métier où le pinceau coûte $1 million. Donc je suis obligé d'aller voir des gens et leur décrire ma peinture pour qu'on me donne $1 million pour acheter mon pinceau. Donc voilà, les choses bougent plus doucement dans le cinéma français, mais je pense que le public est tout à fait prêt à ce qu'on fasse Complètement des prêt. choses. Mais il évolue au fur et à mesure. Hein. Là, on Bien voit sûr. quand même on voit un changement dans la série télé française, là, des Complètement. scénarios beaucoup plus intenses. Donc ça vient, mais bon, voilà, c'est vrai qu'on est. Je crois que ça a toujours été comme ça dans le cinéma en France. On est toujours un petit peu derrière, quoi. Oui, mais on a envie. Moi, on j'ai envie qu'on arrive, passe ouais. devant. Moi, j'ai envie. On n'a pas à rougir. J'ai toujours dit, on n'a pas à rougir de. Ouais. Voilà. Ça on sera. demande- Ouais. Mais les Américains, ils l'ont quand même bien compris ça, parce qu'ils nous ont quand même piqué pas mal de jeunes réalisateurs qui avaient fait des premiers films en France intéressants, et notamment sur des films genre horreur. Là, je pense notamment à Hill de Xavier Palu et David Moreau. Et pour cet exemple-là précisément. Et des producteurs américains sont venus les chercher pour faire notre film qui s'appelle The Eye, avec Bien Jessica sûr, le Alba. remake de. Ouais. Voilà. Bon, il s'est avéré que pour les réalisateurs, ça a été une expérience traumatisante, parce que effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, JB, je pense qu'ils n'avaient pas intégré Le mode de fonctionnement le du mode de cinéma fonctionnement, américain. voilà. Ouais. Et il y en a beaucoup qui sont dans cette configuration-là, et pas que des réalisateurs français. Moi, je pense par exemple à Neil Blomkamp cet été. On en a parlé dans le premier podcast sur Elysium. Et je pense qu'effectivement, lui, c'est typiquement l'exemple parfait du mec qui fait un super film dans un genre particulier, qui est un peu novateur dans la chose, et qui va se casser les dents sur une réalisation équivalente, avec des moyens 10 fois plus importants, mais les contraintes du cinéma américain, quoi. Voilà. Il faut quand même se rappeler, pour se consoler, hein, que Coppola souffrait quand il faisait Le Parrain. Et donc c'était la légende de la douleur dans laquelle il a fait Le Parrain. C'était Coppola contre un système ultra archaïque, ultra étouffant, qui a rien à envier à ce dont on parle maintenant. Donc finalement, ça a toujours été un petit peu l'artiste, le réalisateur et ou l'auteur contre l'argent, on va dire. Mais La après, production de ce film est une belle représentation. Ouais. Ouais, c'est bon, voilà. Mais une nouvelle fois, c'est vrai qu'on parle du système américain. Alors voilà, donc ça pour le coup, c'est vrai qu'en France, en tant qu'artiste, on est plus libre. Ça c'est le côté positif. Ce qui rend encore plus dommage, voilà, qu'on ne produise pas des projets un peu plus barrés. Bon, moi je me plains pas. J'ai eu la chance de faire La Confrérie des larmes, qui était complètement barré. Qui était un film de genre français. Je sais pas si tout le monde était prêt pour ça, mais voilà, on a un peu forcé le passage. Mais je voudrais qu'il y en ait plus. Que ça serait bien que des réals français, des jeunes réals, enfin jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, n'aient pas besoin d'aller aux États-Unis. Mais il y a aussi des réalisateurs français qui ont réussi à faire d'excellentes carrières aux États-Unis. Et qui ont sorti des œuvres intéressantes. Moi, je pense notamment à Michel Gondry. Bien sûr. Eternal Sunshine, Soyez sympa à bobiner. Et puis carrément la méga prod de Green Hornet. Hein. Voilà. Même s'il a été peut-être un poil moins en possession de ce projet-là, The Green Hornet, qui était quand même produit par Seth Rogen, et donc c'était un film de Seth Rogen pour Seth Rogen. Mais en même temps, moi je le trouve très réussi, personnellement. Quand il revient en France, de manière marrante, il se fait descendre. Ouais. Ouais. Donc, c'est fou parce que l'écume des jours, le retour en France, quoi.
Et j'ai trouvé ça vraiment sympa comme ça, film, c'est mais des toujours films. dans sa même lignée. Mais c'est la forme, c'est tout ce paradoxe dans lequel moi j'évolue dans ce que je fais aussi, puisque je suis un peu entre les deux pays et j'ai du mal à savoir euh, où je suis des fois. Parce que, Hmm. mais c'est-à-dire que moi je me pose pas la question, j'évolue en permanence entre la France et et l'Angleterre et le monde anglo-saxon et dans ma vie privée, mes amis, ma femme et dans mon métier. Bon, je me pose pas la question. C'est vrai que parfois le public aime savoir et c'est vrai, tout à l'heure au tout début je disais, je pense qu'il y a un petit retour de cet anti-américanisme. Je le dis parce que j'ai vu la façon dont j'ai eu certaines critiques sur la confrérie des larmes qui mettaient beaucoup en avant le fait que j'avais bossé aux États-Unis d'une manière pas très favorable. Guillaume Canet, qui est sorti juste après moi, s'est pris une tôle monumentale Mm. avec un film Hasard qu'il a fait aux États-Unis. La semaine d'avant, Jeunet s'est pas mal ramassé aussi avec un film qui n'était pas français non plus. Et voilà. Et quand Gondry revient, il y a toujours cette tranche de snobisme et cette fascination pour le cinéma américain et la culture américaine, et en même temps une sorte de rejet de mais est-ce qu'ils viennent essayer de nous apprendre quelque chose? Voilà. Donc c'est un peu difficile pour certains réals, je pense. Mais c'est ce qu'on pourrait appeler l'effet Luc Besson, en fait, en quelque part. Exactement. Exactement. C'est le précurseur et en fait, effectivement, lui, il essaie de faire du cinéma américain à la française. Bon, ça marche pas toujours, mais il fait des choses qu'on voit pas de Mais, toute manière ailleurs en France, quoi. mais il a fait, mais Luc Besson, c'est pour moi, enfin moi j'aime beaucoup Besson évidemment, il a fait des trucs plus ou moins réussis, ok, mais je trouve, de nos jours en France, tu ouvres la bouche pour dire Luc Besson, en général c'est pour dire quelque chose de négatif. Pour moi, c'est le mec qui a fait le plus bouger le cinéma français des 20 dernières années. Il l'a dynamité. Mais dès qu'il fait un truc, maintenant, voilà, enfin, c'est forcément négatif. Alors, résultat, on ne sait même plus si vraiment c'est moins réussi ou c'est juste parce que c'est lui qui l'a fait. Et comme tu dis, c'est l'effet Luc Besson. Il incarne ce rejet qu'on a qui va plus loin, qui est une petite méfiance qu'on a en France, bien connue vis-à-vis du succès, en général. Alors qu'aux États-Unis, effectivement, on est complètement décomplexé vis-à-vis de la notion de succès, de l'argent, voilà, une culture un peu plus protestante. Mais voilà, Luc Besson voilà, incarne bien cette ambivalence qu'on a en France vis-à-vis de cette relation amoureuse qu'on a vis-à-vis d'un cinéma commercial, décomplexé, inspiré par les États-Unis. On a tout le contraire, c'est marrant, avec Alexandre Aja. Aja qui continue à rester dans son univers et qui l'exécute en Amérique. Mais Aja, il bosse aux États-Unis essentiellement. On n'a plus cette Ouais. je pense qu'on n'a même pas l'impression que il Que vient c'est pas un nous réalisateur déranger. français. Les Français n'ont pas l'impression que c'est un réalisateur français ou que tout d'un coup qui fait passerelle. Besson, oui. Besson, Ouais. c'est par définition C'est le mec clair, décomplexé, la passerelle. Canet représente bien ça. Dès qu'il faisait un film en France qui sont eux non plus pas toujours bons, mais ça n'enlève rien à son talent. Voilà, ça marche toujours. Il va tout d'un coup faire un film aux États-Unis que j'ai pas vu, donc c'est même pas la question de est-ce qu'il est bon ou il est mauvais. Et il se prend une tôle, moi je comprends même pas comment il peut se prendre une tôle comme ça, avec un cast qui est quand même vachement intéressant. Et j'arrive pas à croire que son film soit pas bon au point de faire ça. La France, c'est un pays, c'est un pays complexe. Ouais. C'est vrai que les États-Unis, des fois, c'est plus manichéen. Voilà. Et c'est d'ailleurs une des raisons de l'incompréhension qu'on a entre nos deux cultures parfois. Et ça, de toute façon, c'est le fil de l'histoire. Moi, je me souviens d'un exemple parfait, c'est Bertrand Tavernier, qui est quand même le réalisateur français par excellence, et qui a fait un excellent... Enfin, que moi, personnellement, je trouve excellent, c'est Dans la brume électrique, avec Tommy Lee Jones. Ouais. Et je sais que ce tournage s'est très mal passé, parce que justement, il était parti dans le principe clair et net que le réalisateur, c'est le patron, et Tommy Jones qui arrive en face, lui dit acteur, époustouflant, il mérite ce que vous voudrez, qui voulait imposer sa patte absolument. Bien sûr. Et, Ouais, parce que c'est lui-même un réalisateur, Tommy Lee Jones, donc c'est ça le truc, t'as la confrontation des deux, et ça, c'est sûr que ça va créer du statique, quoi. Et puis c'est surtout que lui, je pense qu'il n'avait rien à foutre de Tavernier. Voilà, pour lui, ouais. c'est... Enfin, c'est inconnu au bataillon pour voilà, les j'allais Américains, dire, bien sûr. exactement. Donc on s'use de ce
combat qu'il y a toujours un peu entre un acteur principal et un réalisateur, de prendre la première place, de moi je sais ce qui est mieux, qui est à peu près qui est normal. C'est vrai que tout d'un coup, quand on rajoute l'expérience d'un acteur comme Tommy Lee Jones et ce qu'il représente là-bas, j'imagine que c'est quelque chose de. Moi, enfin voilà, je pense qu'aller réaliser un film aux États-Unis, il faut avoir les épaules très solides, il faut avoir une mentalité très conquérante, il faut être très sûr de soi. Ce qui d'ailleurs, j'allais dire, devrait être les qualités d'un réalisateur à la base pour moi, mais de manière marrante, il y en a qui ne sont pas du tout comme ça, et qui d'ailleurs font des très belles choses quand même. Mais voilà, c'est un milieu particulier, il faut vraiment y aller comme à la guerre, d'une certaine façon. Et il y a des réalisateurs qui ont très bien réussi ce pari. Je pense à Jean-Jacques Hano, avec 7 ans au Tibet, Stalingrad, et qui fait voilà. Et puis je pense surtout à Jean-François Richer qui a fait Assaut sur le Central 13, et puis qui enchaîne avec Mesrine en France, qui est certainement l'un des meilleurs films de ce genre-là de ces quelques dernières années, honnêtement. Absolument, très très réussi. La petite montée aussi de Jérôme Salle, avec les Largo Winch qui ont très très bien marché. Alors Jérôme Salle, c'était un peu particulier parce que moi je suis moins fan de ces films. Donc, voilà, exactement. Ces deux films, enfin les Largo Winch, tu vois, enfin. On enchaîne. C'est Yes Man là, pour moi c'est Yes Man. Et c'est sûr et certain, mais il y a quand même cette montée, je veux dire, il y a cette réussite, quoi, c'est fou pour. C'est bien que ça soit fait, de toute façon, c'est bien que ça soit fait en France, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En tout cas, c'est des projets qui tout d'un coup ont quelque chose d'américain et en même temps sont vraiment, sont vraiment européens. Non, moi, ce qui m'a gêné dans Largo Winch, c'est, puisqu'on a dit qu'on pouvait se défouler un peu, je trouve le cast atterrant, quoi. Ah bah ça. Non mais enfin, excuse-moi. Bizarre. Moi je trouve très bizarre. On a l'impression qu'il y avait du favorisme. C'est-à-dire que la BD, elle est assez basique. Mais c'est tout le talent de Van Damme de prendre un truc, une sorte de personnage un peu James Bondien rencontre Harlequin et de le rendre intéressant en BD. Et puis tout d'un coup, et j'ai rien contre Thomas Sisley, mais je trouve que c'est un cast c'est une erreur de casting monstrueuse. Bon, après, le public y est allé, donc c'est l'essentiel, tout ça. Moi, je dis quand les gens vont voir un film, c'est toujours bien. Ça fait du bien à tout le cinéma. Donc on va pas s'en plaindre. Ce qui est difficile, c'est que il est difficile de savoir finalement ce que le réalisateur vaut dans ce type de projet, parce que au fond, il est tellement pris par la machine. Et Jérôme Salle, il y a un film qui est sorti ce mois-ci de lui qui s'appelle Zulu, avec Forest Whitaker et Orlando Bloom, que je vous conseille absolument. Oui, il paraît que c'est très bien. Ouais. C'est un excellent thriller. Et franchement, là, Jérôme Salle, il prend une ampleur qu'on ne pouvait pas déceler dans ses autres productions. Donc Anthony Zimmer et puis. Et peut-être c'est ça aussi, c'est le fait de grimper, tu sais, d'arriver à ce point où on peut contrôler un peu plus ses œuvres, qu'on a un peu plus à la confiance des prods. Oui, je pense qu'on prend. Et je crois que c'est ça, on le sent, moi je trouve dans les prods de Jérôme Salle. Je veux dire, bon, tu vois Largo Winch, ok, le wannabe production américaine, et voilà, après, comme tu dis, Clément, t'as Zulu qui arrive en face de nous, et ah ouais, il y a un changement énorme, là c'est nuit et jour, quoi. Mais c'est parce que comme tout le monde, on apprend en travaillant. C'est ça. Voilà, et donc on ne peut apprendre qu'en faisant un long métrage. Donc par définition, on apprend doucement et tout d'un coup, voilà, ça peut devenir le progrès peut devenir spectaculaire ou l'audace. On sent le bébé, on sent le bébé personnel de Jérôme Salle. Comme quoi, ça fait un moment qu'il travaille sur Zulu. Tu sens qu'il y a une histoire derrière ce film quand tu le vois. Ça a été travaillé pendant longtemps. Il y a comme, tu sens qu'il y a eu un boulot, quoi, vraiment impressionnant. Mais j'ai entendu beaucoup de bonnes choses dessus. Mais c'est très dangereux aussi, par contre, du coup, d'accepter de faire ce qu'on t'impose, et puis après au final des fois tu te retrouves avec une casserole énorme, quoi. Je pense notamment à Pitoff, qui malheureusement a enchaîné les horreurs, quoi. Aïe. Mais Pitoff, c'était pas une casserole imposée quand il a fait Vidoc, c'était le projet qui lui tenait à cœur, c'était son gros truc. Et il faut pas oublier que Vidoc, c'est le premier film, c'est le premier film tourné caméra numérique, il me semble. Oui, il y avait quand même exactement. C'était d'ailleurs, qui a devancé George Lucas sur l'épisode 1. Voilà, on avait le même chef opérateur sur La Confrérie des Larmes et donc sur Vidoc, Jean-Pierre Sauveur, que j'avais rencontré il y a très très longtemps. Il faisait tous les clips de Mylène Farmer à l'époque et j'avais vu Giorgino, je sais pas si vous avez vu ce film avec Mylène Farmer, qui avait été écrit pour elle, réalisé par Laurent Boutonnat. Non, pas vu celui-là. Ça vaut le coup parce que c'est complètement baroque, gothique, barré, et puis c'était très beau. Voilà, et effectivement, Vidoc, voilà, c'est le premier film tourné avec, je sais pas si c'était la Ciné Alta à l'époque, quelque chose comme ça, la première.
Il y avait la première caméra, qui était d'ailleurs visuellement, qui avait de très très beaux moments. Hein. Bon, après, effectivement, côté film. C'est marrant quand on y pense, George Lucas qui se fait toujours devancer sur tout, hein, dès qu'il veut innover, amener quelque chose. Je veux dire, pour pour le Star Wars de 77, hein, c'est pas lui qui a eu le plus grand budget. Il s'est fait devancer, c'était quoi ce film? Route 66, 666, un truc comme ça, le nanar en VHS aujourd'hui. Qui aurait dû toucher le plus grand budget de la Fox, qui n'y arrive pas. Bon, il arrive quand même à faire quelque chose de bien. Et là, épisode 1, l'évolution du graphisme, hein, de la 3D, du motion. Enfin, il y a un boulot pas possible de compositing dans ce film. Et pareil, quoi, il peut pas obtenir ces foutues caméras. Enfin, si, mais bon, ce n'est pas le premier quoi, qui pouvait se démarquer. Non, au final, c'est celui qui se débrouille le mieux quand même. Hein. Ça, entre Vidoc et épisode 1, c'est dur quand même les deux là. Hein. Je veux dire, Vidoc et Star Wars épisode 1, aïe. Ça, c'est sûr. Si on se retrouve avec un choix comme ça, c'est pas qu'on n'arrive pas à lequel choisir, c'est qu'on n'a pas trop envie de choisir. Exactement, on n'a pas des choix. Mais en fait, parce que c'est des projets qui reposent entièrement sur un outil, en fait, et pour le coup, là, on a complètement oublié les règles d'écriture dont on parlait tout à l'heure. C'était l'évolution du cinéma aussi, avec la grande évolution de la 3D, il y avait quand même une grosse étape où on traversait, où on mettait un tout petit peu de côté les scénarios, quoi. En fait, tiens, on parlait tout à l'heure, avant qu'on commence du Hobbit. Pourquoi j'ai pas aimé le premier Hobbit? Parce que ça m'a fait penser à Star Wars épisode 1. Sur la 3D, ouais, ce côté un peu... Non, mais tout ce moment où tu commences à sentir tout l'aspect commercial d'un projet, l'argent, les raisons pour lesquelles il a été fait... et qui voilà, j'ai senti un peu j'ai eu le sentiment que c'était une grosse machine commerciale et que ça n'avait plus rien à voir avec ceci près quand même que Star Wars épisode 1 il est très nanardesque quand même hein. Ouais, mais franchement le Hobbit pas nanardesque. Les nains qui pètent, hein, les nains qui chantent et qui pètent. Franchement, on n'était pas loin de Jar Jar Binks pour moi. On est quand même dans l'adaptation du roman, hein. Je veux dire, encore Peter Jackson n'a pas intégré toutes les chansons. Mais c'est pire. Peut-être c'est pire parce qu'il a la trahison de Tolkien. Je pense que enfin, si je peux me permettre, la trahison aussi, ou plutôt le scénario de Star Wars épisode 1, alors je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais le truc, voilà, c'est pour faire vite, parce que mon Dieu, on peut en faire tout un podcast là-dessus. Mais avant tout, George Lucas nous dit, c'est un peu plus pour les enfants, donc Jar Jar Binks, jeune Anakin, papa, maman, les histoires gnangnan d'amour faciles. Ok George, d'accord, je veux bien te croire là-dessus, tu fais un truc un peu plus pour les enfants. Mais dans ce cas-là, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi le scénario principal, c'est un blocus marchand de corporations interstellaires, d'où le gouvernement et le Parlement ne veulent pas autoriser la libération d'un système. Je veux dire, là, tu te fous de ma gueule si tu me dis que les enfants peuvent comprendre ça. C'est bien dit, c'est pour ça que c'est très bancal, en fait. Mon Dieu. C'est pas un vrai film universel. Je t'admets que les nains qui essayent de trouver une porte secrète derrière leur forteresse, et au lieu de ça, des extraterrestres avec des têtes toutes bizarres qui veulent faire un blocus marchand autour d'une planète. Alors moi, je voulais revenir sur, j'en parlais juste un petit peu avant, mais Alexandre Aja, alors je trouve vraiment intéressant sa carrière là, en Amérique, hein, où il en est dans le système du remake américain. Avec la réussite de Piranha 3D, qui est, faut pas oublier avant tout, un film de Joe Dante, Piranha. Je trouve ça vraiment impressionnant de voir qu'il est rentré dans ce système-là, quoi, qui est un autre sub-système du cinéma américain, hein, le remake, qui on peut dire qui est imposé sur les écrans de plus en plus ces temps-ci. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, en fait, de cette intégration, les choses comme ça? Après c'est effectivement quelqu'un qui a choisi de faire une carrière purement ou essentiellement américaine et qui est à l'aise là-bas et qui l'a réussi très bien. Après le choix personnel qu'il fait et que font beaucoup de mecs genre Eli Roth, ce genre de réal, qui lui est américain pour le coup, mais c'est le risque d'être pigeonholed comme ils disent là-bas, c'est-à-dire mis dans une petite boîte et de faire d'être un peu étiqueté, tiens, ça c'est machin qui fait les remakes. Il est complètement étiqueté là, je pense, hein. Parce que le remake aussi de La Colline à des yeux de Wes Craven, justement, voilà. Et donc après, moi c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai forcément très envie de faire, mais si c'est un genre, si on accepte en tout cas, si on est complètement à l'aise dans une boîte, ça c'est quelqu'un qui est quelqu'un qui a très bien réussi ça, mais je pense qu'il y a aussi sûrement beaucoup plus à offrir
Et j'espère qu'il pourra faire des projets qui sortent un peu des boîtes dans lesquelles il a été mis. Maintenant qu'il a réussi à pénétrer le système, je trouve que ça vaudrait le coup de voir des films différents. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup. C'est ça que beaucoup à j'attends de lui, offrir. de voir autre chose. Exactement. The next step, exactement. Exactement, ouais. Ouais. Comme on a vu avec, c'est impressionnant, mais on en parlait plus tôt, mais le Terrier, on a bien vu son next step. Je veux dire, quand on regarde les Transporteurs et Danny the Dog, Ouais. et qu'on passe après dans les méga prods, Choc des Titans, l'incroyable Hulk, c'est vraiment impressionnant, quoi, de voir ce changement massif du réalisateur. En plus, bon, les films restent très amusants et en plus, sont pas des bouses ou des nanars. Hein. Je veux dire, c'est avant tout du popcorn movie qui accomplit sa tâche, quoi. Oui, puis enfin, une nouvelle fois, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que Aja, lui, il a très bien accepté et très bien intégré les règles de la production hollywoodienne, c'est-à-dire, il sait comment on travaille là-bas, il sait qu'il va pas pour jouer les auteurs, avoir son final cut, et en même temps, je suis sûr qu'il se débrouille assez bien, connaissant le système, pour en jouer, et finalement faire à peu près ce qu'il veut. Ou en tout cas, s'approcher de ce qu'il veut. Mais voilà, c'est vrai que maintenant, les liens sont un peu plus étroits pour certains réals, et donc on connaît un peu les règles là-bas, on les connaît mieux, on est plus à même de bosser là-bas qu'il y a 10 ans, quoi. Voilà, quand un peu cette grande migration a commencé. Et là d'ailleurs, Aja il prépare un film qui est toujours un peu dans l'horreur épouvante, mais ça a l'air d'être un peu plus grand public, avec Daniel Radcliffe, Juno Temple. Ça devrait sortir courant 2014. Donc on voit quand même, et comme le Terrier en fait un petit peu, que petit à petit ils commencent à se réapproprier un petit peu leur... C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils ont fait leurs preuves en fait, et que maintenant on leur fait beaucoup plus confiance et que donc on lâche un peu des rênes. Et ben le Terrier cette année nous a proposé Insaisissable, qui était quand même relativement intéressant, et qui changeait un petit peu quand même, enfin entre le Choc des Titans et Insaisissable il y a quand même une sacrée différence, quoi. Ah tout à fait, ouais. Oui, donc c'est dommage qu'ils bossent pas en France maintenant, ces gens-là aussi, finalement, on se dit. J'aimerais bien voir ce qu'ils feraient en France, ce serait pas inintéressant tout ça. Intéressant, ouais. Moi, je vais pas les... Évidemment, je vais pas leur reprocher de bosser aux États-Unis, c'est une expérience formidable, j'ai adoré ça, j'ai envie de recommencer, mais pourquoi aussi ne pas ramener ce qu'on y a appris et essayer de faire bouger un peu les choses en France, ça c'est quelque chose que... Je pense que c'est encore le gros message de ça, pour moi en tout cas, de cette discussion entre la réalisation en France et la réalisation aux États-Unis. C'est que s'il y a des choses formidables à ramener de là-bas, c'est vrai, est-ce que le public français est prêt ? Peut-être pas complètement. Il y a toujours ce snobisme, cette petite pique d'anti-américanisme qui va également toucher les réalisateurs qui ont bossé là-bas. Mais en même temps, voilà, les choses bougent, le public change. Et je pense que, voilà, j'espère qu'on verra à l'avenir des réalisateurs qui bosseront aussi facilement d'un côté que de l'autre, sans qu'on ait besoin de les étiqueter. Tiens, toi t'es américain, toi t'es français. Voilà. Eh ben, excellente conclusion, JB. Je crois que... Merci. On a dit pas mal de choses sur ce sujet. Xavier, t'as peut-être quelque chose à rajouter ? Alors, c'est pas concernant notre sujet, mais bon, j'ai un feed de Twitter en instantané. Je viens de m'apercevoir que Peter O'Toole vient de décéder. Ah bon ? Ouais. Wow. Donc voilà, juste un petit in memoriam ce alors. podcast pour Peter O'Toole. Ouais, un grand monsieur. Voilà, on espère que son prochain voyage sera aussi riche dans l'au-delà qu'il nous aura donné ici sur Terre, quoi. Très bien dit, très bien dit. On se rappellera de ces formidables yeux bleus dans Laurence d'Arabie. Ah oui, un grand monsieur, formidable. Ouais. Donc, et c'est marrant parce que Laurence d'Arabie, la petite, pareil, encore un de ses films avec un petit touche francophone dedans. Oui. Eh bien, merci beaucoup les amis pour ce super sujet. Merci JB de nous avoir accompagnés pour cette émission. Merci à tous les deux, ça m'a fait vraiment très plaisir. Pareil, de même pour nous, vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Ouais, et merci Xavier également. Ah bah, merci à toi Clément aussi. Nous vous souhaitons de passer d'excellentes fêtes et puis on se retrouve en janvier pour une émission spéciale bilan 2013. Merci et à bientôt. À bientôt tout le monde, bonne fête, bonne fin d'année.